Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Québec pour la 20e audience du procès de Patrick Provost, l'opposant à l'Université de Laval. Nous allons entrer, écouter le procès et nous allons vous revenir avec des personnalités que vous connaissez pour commenter le procès. On se retrouve immédiatement après ce qui suit. Journaliste indépendante qui n'a plus besoin de présentation, Julie Lévesque. Julie, tu as couvert le procès de Patrick Provost pratiquement depuis le début. Est-ce que tu as pu remarquer un changement dans le ton depuis toutes les... On en est aujourd'hui à la 20e audience de ce procès, l'opposant à l'Université Laval. Est-ce que tu as remarqué un changement dans le ton? Moi, ce que je remarque, depuis le début, il y a vraiment une foule qui est derrière Patrick Provost. Il y a des gens qui sont là à chaque audience. C'est remarquable de voir à quel point les gens appuient Patrick Provost. La nouvelle est sortie la semaine dernière. Congédiement de Patrick Provost de l'Université de Laval. Personne ne s'attendait à ce que ça puisse se faire pendant l'audience. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a assisté, est-ce que tu trouves que ça a eu un effet négatif contre Patrick? Les audiences ce matin ont été très courtes. Moi, je m'attendais, je me disais, il se pourrait qu'il y ait des répercussions négatives pour l'université. Moi, je trouve ça inconcevable que Patrick ait été congédié durant les audiences. C'est incompréhensible. En même temps, est-ce que ça fait partie d'une stratégie de l'université? Peut-être. On regarde, on voit vraiment que les gouvernements passent toutes sortes de lois pour censurer. Moi, je pense que ça traduit une panique. Oui. Ça traduit une panique, selon moi. Tu as raison pour la panique, mais quand on regarde dans le cas de Patrick, congédiement, ça vient pas justement contre cette loi-là qui a été adoptée, si je ne m'abuse, en 2022, en lien avec la liberté académique. La semaine dernière, on a vraiment fait un entrave à cette loi-là, congédiant Patrick pour sa liberté académique. C'est un chercheur, le gars. Je veux dire, il a le droit de ne pas avoir la même pensée que le narratif dominant, non? Absolument, absolument. Puis quand on lit la loi, on se dit c'est protégé. En fait, c'est plus, pour moi, c'est pas seulement qu'une question de liberté académique, c'est la liberté d'expression, point. Et on le voit bien, là, vraiment. La liberté d'expression, on peut se demander si ça existe encore. Ouais. À mon avis, ça n'existe plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Jean-François. Je suis avec le docteur retraité Robert Béliveau. On vient de sortir de cette 20e audience du procès de Patrick Provost, l'opposant à l'Université de Laval. Quelles sont vos impressions à la sortie de ce procès-là aujourd'hui? Moi, je reviens toujours aux sources. Qu'est-ce qui a mené à ça? Quelles conditions sociales ont mené à cette situation-là? Parce que ça aurait dû être quelque chose qui soit réglé entre scientifiques et non pas judiciarisé. En science, on débat. Oui. Ça a toujours été ça. Mais plus maintenant. Moi, je suis ici par amitié pour mon ami Patrick, par engagement envers avoir une parole juste, avoir une parole qui va être aidante. Pas une parole qui discrimine, une parole qui rejette, qui condamne, qui abîme les gens, plus quelque chose qui réunit les gens autour de quelque chose qu'on veut faire ensemble, c'est de mieux vivre ensemble. Ouais. Et puis la science, quand on y fait porter des choses qui ne lui appartiennent pas, il faut voir qu'il y a des limites à la science. Ouais. Parce que les valeurs, c'est pas du domaine de la science. Puis là, on est dans un débat de valeurs. Et qu'est-ce qui va dominer? Est-ce que c'est l'avidité, le goût du pouvoir, le goût de l'argent qui dicte tout, qui mobilise les gens? C'est quoi la motivation des gens qui sont là-dedans? C'est toujours une motivation externe au lieu d'être une motivation interne. C'est comme on a été dépouillé de nos motivations internes. Oui. Et puis c'est ça qu'il faut retrouver. Puis c'est pour ça que Théovox est si précieux. Ah, bien, merci. C'est essentiel de revenir au sens qu'on donne aux choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu un changement dans le ton par rapport à ce procès-là depuis qu'on sait que Patrick a été congédié de l'Université Laval? Mais moi, je pense que le congédiement était déjà dans les plans. Comment c'est ça qu'ils ont passé par la voie juridique, alors que c'était juste deux collègues
qui ne s'entendaient pas sur le bien fondé d'une intervention. Il y a une voix à éteindre, celle de Patrick, qui se pose des questions, alors que les autres, c'est des businessmen. Ouais. Alors que lui, c'est un chercheur. Les businessmen, ils veulent imposer leurs solutions. C'est comme ça et s'en mettre plein les poches, aux dépens des autres. Ouais. On vide les poches de la classe moyenne et des pauvres, puis on remplit la poche des ultra-riches. Pas des riches, là, les ultra-riches. Absolument. Est-ce qu'on voit véritablement une entrave par rapport à la liberté d'expression puis la liberté académique? Écoute, tout ça, c'est du gros cinéma, si tu veux mon avis. Ouais. Là. C'est une pièce de théâtre montée de toutes pièces où on s'obstine sur... Il n'y a jamais des débats de fond. C'est ça le problème, c'est qu'on évite les choses importantes puis on s'accroche dans les petites niaiseries. Là, t'sais. Alors aujourd'hui, n'importe qui prend la parole, indépendamment de son statut, il est à risque. Et c'est ça le message qu'ils veulent envoyer. Prends pas la parole, exprime-toi pas, parce que c'est dangereux actuellement. Et c'est une raison de plus pour s'exprimer, de pas plier l'échine, là, puis de se soumettre à cette folie. Et quand on veut nous bâillonner, nous museler, il faut résister. Il faut se lever, se dresser, parler, et puis vivre avec les conséquences de ça. Moi, je suis médecin retraité, hein, on l'a dit là, au départ. Et pourtant, malgré mon statut de citoyen, le conseil de discipline du Collège des médecins a fait une plainte, a déposé une plainte à mon endroit. Alors que vous êtes retraité? Alors que je suis retraité, tu comprends? Comme si tu peux prendre la parole, mais on va aller te chercher quand même. Mais on va contrôler votre narratif même à la retraite. Ah oui. Puis on va lancer aussi le message aux autres. Parce que c'est pas moi, tu comprends, qu'est-ce que je représente, là? Tu sais, je suis un bon grand-papa, là, tu comprends? Je suis pas menaçant pour personne, sauf pour quelqu'un, pour les gens qui veulent imposer une façon, puis imposer aussi le silence aux gens qui sortent de la boîte. Qu'est-ce qui se passe dans le vrai monde? Bien, dans le vrai monde, là, ça brasse. Les jeunes souffrent, et puis parce qu'on les a, eux autres aussi, muselés, on les a piqués, alors qu'ils n'étaient pas du tout à risque. Et on les a privés aussi d'une partie de leur jeunesse, là, où ils doivent discuter ensemble, refaire le monde. Non, refaites pas le monde. On est en train de le préparer pour vous autres. Ça va être un monde de sécurité, un monde où tout est prévu. Il n'y a rien qui va marcher tout croche. La liberté, oublie ça. Ça n'existe plus. Mais il faut revendiquer. Il faut... Parce que c'est pas vivable un monde où tout va bien. Alors, ça prend des gens qui créent du chaos. Mais moi, je vais être un élément chaotique. Une vie dans laquelle il n'y a que de l'ordre, c'est une vie où c'est mort. Où il y a juste du désordre, c'est le bordel. Ça n'a pas de bon sens. Ça prend un mélange d'ordre et de désordre. On parle de plus en plus de censure aujourd'hui et tous ceux qui se lèvent contre un narratif dominant sont de plus en plus censurés. J'ai eu plein de courriels à votre égard de gens qui me posaient « C'est quoi la suite pour le procès du Dr Béliveau? » Peut-être en terminant, en 30 secondes, vous pouvez peut-être nous dire c'est quoi la suite des choses pour vous face à ce genre de procès-là qui... Écoute, c'est sujet à débat. Et puis, je vois pas ça comme quelque chose de personnel, moi. C'est pas Robert Béliveau personnellement qui est attaqué. C'est le droit de parole qui est attaqué. Et c'est en ce sens-là que j'ai un rôle à jouer, à prendre la parole, à continuer à prendre la parole. Puis moi, je pense pas, qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Quand ça te touche, ça touche aussi beaucoup de gens autour de toi. Alors, quand le Collège des médecins attaque une personne, il attaque son réseau aussi. Et puis, moi, je suis réseauté, puis je vais continuer de l'être. Puis j'essaie de faire attention à ceux que j'aime aussi. Mes enfants, mes collègues, tous les citoyens aussi. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un devoir citoyen pour moi de dire, je suis en mesure de le faire parce que je suis retraité. Ils ont beau essayer de me condamner, ils vont peut-être réussir à le faire. Si les dés sont pipés, je vais me faire condamner. Si la vérité risque d'émerger, bien, j'ai des bonnes chances de m'en tirer parce que c'est juste ça que je veux, moi. Là. Puis le respect du code de déontologie, il est dans mon ADN, le respect du code de déontologie. Alors, mais tout peut être interprété de façon à vouloir condamner une personne parce qu'elle a pris la parole puis qu'elle est à l'encontre de la science. Mais c'est pas vrai, c'est à l'encontre d'une science qui a été capturée. Oui, c'est ça. Dr Béliveau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours une joie de vous avoir sur le micro de Théovox. Bien, merci d'être là, Jean-François, et puis on continue. Oui, absolument. Merci.
Je suis avec le professeur Patrick Provost et Maître Bohémier. Vraiment content que vous ayez accepté ce court échange-là entre nous. Je vais commencer avec Patrick Provost, puis je vais enchaîner avec vous par la suite, Maître Bohémier. Patrick, la semaine dernière, j'ai envie de commencer avec ça avant d'aller au procès d'aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu une nouvelle qui est sortie dans les médias qui a fait boum à l'échelle du Québec. Je pense pas qu'il y ait des gens qui s'attendaient que pendant le procès de Patrick Provost, qu'il y ait un congédiement qui soit nommé ou qui soit déclaré. Est-ce que ça a été une surprise pour toi? Puis comment te gérer ça? Je te dirais que la surprise, j'ai été surpris, oui et non. Dans le sens que, mes démêlés avec l'Université Laval, ça remonte à déjà quelques années, voire même plusieurs années. Donc, mais quand même, je m'attendais à être congédié, éventuellement. Donc, c'était pas une surprise pour ça, mais qu'il le fasse à ce moment-là, oui, j'ai été surpris. Surtout que les sanctions, parce que, je vais peut-être rester juste dans le ressenti pour le moment, mais comment je pourrais dire? J'ai senti une certaine libération, dans le sens que, d'être associé avec une institution qui m'attaque comme ça et qui s'acharne sur moi de manière injustifiée, de manière abusive, c'est pas agréable. Et donc, le fait que ce soit dissocié de moi, ça m'a mis comme dans une situation où est-ce que j'ai senti une certaine libération. Sans rentrer dans tout le détail, est-ce qu'on a expliqué dans ce congédiement-là les raisons pour lesquelles on te congédiait? Le public peut peut-être penser, forcément, c'est en lien avec ces déclarations par rapport à l'injection COVID, mais est-ce qu'il y a autre chose? Bien, tout d'abord, j'aimerais mentionner que mon congédiement n'est pas dû à quelconque inconduite scientifique. On peut parler de fraude en recherche, manipulation de données, invention de données, détournement de fonds. Ça peut être agression physique, agression verbale, sexuelle ou autre. Il n'y a absolument rien de ça. En fait, ça consiste en des mots. Donc, ce qu'on me reproche, c'est essentiellement des mots, des paroles ou des courriels, des messages envoyés à mes collègues, à mes supérieurs, aux députés de l'Assemblée nationale. Et c'était tout basé sur des évidences scientifiques. Tu sais, j'ai quand même été là pendant 22 ans. J'ai toujours encore une expertise sur ce dont je parle. Et donc, je suis un interlocuteur légitime au débat. Et ce que je dis, ça peut ne pas convenir à certaines oreilles, mais à l'université, on doit pouvoir favoriser le débat. Débattre, entendre des choses qui contredisent, qui nous ébranlent et qui nous remettent en question. Mais c'est ça, la vie universitaire. C'est ça, être un professeur. Ça vient avec des responsabilités. Alors, quand je vois des collègues professeurs qui, au lieu de venir débattre avec moi, ou au lieu de répondre à mes questions dans mes courriels que je leur envoie, ils préfèrent déposer une plainte pour me causer du tort et pour essayer de faire en sorte que l'Université Laval me sanctionne. Et là, avec la sanction ultime, qui est le congédiement, ils sont arrivés à leur fin. Oui. Alors, moi, ce que je leur dis, c'est que vous avez peut-être réussi, mais toutes mes préoccupations, mes questionnements, s'ils ne sont pas répondus, si vous n'êtes pas capable d'y répondre, mais qui va y répondre? Parce que ces questions-là, si je les exprimais de manière aussi bien formulée et insistante, mais c'est parce qu'elles sont importantes pour la protection du public. Je n'arrive pas à croire que l'Université Laval m'a congédié et depuis le début de la crise, m'a empêché d'assurer la protection du public. Si je disais des faussetés, comme certains journalistes cherchent à le prétendre, que je colporte des faussetés, qui êtes-vous pour dire que ce sont des faussetés? Alors, si vous voulez savoir qui colporte des faussetés, je dois pouvoir m'exprimer et de débattre la question avec des experts. Je suis désolé pour les journalistes, mais les journalistes ne sont pas qualifiés pour débattre avec moi. Je suis prêt là, à débattre avec quiconque, mais ils n'ont pas la formation scientifique ni les connaissances que j'ai. Absolument. Donc, qu'un journaliste qui est moins qualifié que moi prenne une position d'autorité et que dise que moi, je ne colle pas des faussetés,
C'est tout simplement ridicule. Est-ce que vous avez perçu, depuis le congédiement, c'est le premier procès aujourd'hui suite au congédiement, un changement de ton par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, si on fait le lien avec avant le congédiement et maintenant? C'est certain que c'est une situation que autant l'université que le syndicat auraient préféré taire. Je pense pas qu'ils ont apprécié que la situation soit rendue publique. Mais je pense que c'est une bonne chose en somme. Pour ma part, évidemment, le procès, c'était la 20e audience aujourd'hui. Ça a commencé il y a plus de 13 mois maintenant. L'arbitre va prendre ça en délibéré, produire son rapport et va nous annoncer sa décision à la fin de l'année 2024, donc 3 ans après les faits reprochés. Et je tiens à préciser qu'il s'agit ici de seulement une suspension là, qui fait l'objet de ce procès-là. Et bon, j'ai eu 3 autres suspensions de 4 mois, de 1 semaine et d'1 journée. J'ai aussi des avertissements. Et tout ça, c'est contesté par grief, par moi ou mon syndicat. Et donc ça, c'est entre les mains du même arbitre. La raison de mon congédiement, c'est qu'ils ont appliqué la doctrine de l'incident culminant. OK? Donc, c'est à la suite d'une série de sanctions. Il est arrivé des sanctions qui ont fait basculer le lien de confiance et ils ont appliqué cette doctrine-là pour justifier le congédiement. Mais ils le font alors que les griefs, toutes ces sanctions-là sur lesquelles ils s'appuient, sont contestées devant l'arbitre de grief Rosaire Hood. Moi, je trouve que c'est une décision précipitée qu'ils ont prise. C'est l'arbitre qui, au final, va avoir le dernier mot. Et s'il juge invalides les sanctions qui m'ont été imposées, eh bien, ça va invalider le congédiement et donc il faudra alors considérer une réintégration. Est-ce qu'on a le goût de continuer à travailler si vous gagnez votre cause dans une atmosphère comme celle-ci, si on vous réintègre dans vos fonctions? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est mon devoir. C'est mon devoir de représenter la population, de continuer à faire le travail pour lequel j'étais payé. J'ai jamais travaillé aussi fort, malgré les prétentions de certains journalistes. Je me fais confiance à moi-même et à mon intégrité, à mon honnêteté et à ma méthode de travail. Et je fais beaucoup plus confiance aux chercheurs, aux scientifiques indépendants, dépourvus de liens d'intérêt, que de professeurs de scientifiques qui en ont. Merci beaucoup, Patrick. Je vais poser quelques questions à Maître Bohémier. On fait quoi, Maître Bohémier, avec cette loi-là qui a été adoptée, si ma mémoire est bonne, vous pourrez me corriger, en 2022, sur la liberté académique? Ouais. C'est comme si on avait déjà une loi favorisant la liberté d'expression. On a rajouté une couche de plus, justement pour des chercheurs comme le professeur Provost. On a rajouté une couche de plus pour permettre à des gens comme le professeur Provost de s'exprimer en milieu académique. Donc, on a voté une loi pour la liberté académique. Il n'y a pas entrave, justement, à cette loi-là sur la liberté académique aujourd'hui, avec le cas du professeur Provost? Bien, en fait, c'est un peu délicat parce que les conventions collectives allaient plus loin que la loi sur la liberté académique. Puis la loi sur la liberté académique n'a pas de dents, il n'y a pas de recours. Fait que c'est des beaux principes, là, mais tu fais quoi si c'est pas respecté? Fait que les conventions collectives étaient plus profitables aux professeurs encore que la loi sur la liberté académique. Est-ce que vous diriez de là l'importance à gagner ce combat-là? Parce que le cas de Patrick, si ce cas-là est gagné, devient une jurisprudence pour, je dirais, l'échelle québécoise et peut-être même pour le Canada au complet. À ma connaissance, là, il n'y en a pas vraiment de jurisprudence sur la liberté académique. C'est un principe qui était respecté avant. Tu sais, quand une loi est adoptée, souvent, c'est qu'on va constater une situation de fait. Fait que c'était normal, la liberté académique. On s'était pas remis en question. Mais là, c'est depuis l'ère COVID que ça s'était remis en question, comme beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, beaucoup de droits fondamentaux qu'on avait. Tout ça, c'est comme il y a un renversement qui s'opère.
Fait que je pense que le procès de Patrick, c'est du professeur Provost, c'est comment dire, c'est un modèle pour vraiment plus large que juste le Québec, là. Le professeur Provost, il a toujours tenu sa ligne, il a toujours été intègre, puis il a toujours maintenu ses avancées. Fait qu'on a une partie qui veut l'empêcher de faire ça, puis lui, il continue de le faire. Fait que je salue quand même, je salue l'intégrité du professeur Provost qui maintient sa ligne, qui est cohérent, puis qui continue ses avancées malgré toute la pression qu'il reçoit, parce que c'est énorme, là. Imaginez-le, là, il y a une pression économique forte qui est exercée sur lui. Puis avant même cette pression économique-là, c'est que tout ce qu'on a imposé comme sanction, ça avait ruiné sa carrière de chercheur, là, parce que pour obtenir des subventions, tout ça, c'était rendu comme impossible. Fait que là, on a rajouté une couche, puis c'est la couche ultime pour y mettre de la pression, mais je sais que le professeur Provost, c'est pas ça qui va l'arrêter. Pour la suite des choses, je pense que le professeur Provost est en bonne posture dans ce dossier-là. J'ai confiance pour le professeur Provost. Oui, j'ai confiance. Bien, merci beaucoup, Maître Bohémier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours une joie de vous avoir sur le micro de Théovox. Patrick, on est avec vous pour la suite des choses. Bon courage, continuez votre bon combat. Merci, Jean-François. C'est ce qui conclut le reportage en lien avec le 20e procès de Patrick Provost contre l'Université de Laval. C'était Jean-François Denis en direct de Québec qui vous dit à la prochaine.